jeudi, à l'invitation de la Société des réalisateurs de films instigatrice de la quinzaine, le grand Marty a déroulé le storyboard de sa vie. Riant, parfois aux éclats, visiblement heureux d'être là. Face à lui, 4 intervieweurs aux anges malgré le trac, Rebecca Zlotowski, Jacques Audiard, Bertrand Bonello et Cédric Klapisch. 1h30 de questions-réponses sans coupe ni montage, avant la cérémonie d'usage organisée un peu plus tard dans la soirée pour la remise du carrosse d'or. Tour d'horizon de quelques chefs-d'œuvre du 7e art dont Mean Streets, dévoilé ici en 1974, Ange Moreau. Ce n'est que tardivement que j'en suis rendu compte. Dans ce film, je ne racontais rien d'autre que l'histoire de mon père et de son frère. Ce dernier, très proche de lui quoique plus jeune, est décédé très peu après. Je les ai toujours vus se confronter à des enjeux à la fois moraux, existentiels et philosophiques. Devoir donc faire des choix. Durant toute mon enfance et mon adolescence à New York, j'ai vécu dans un environnement dangereux, avec des gens très durs, des gens très bien aussi. Je sentais confusément que quelque chose ne collait pas. Comment se construire une vie juste dans un monde qui ne l'est pas? Va-t-on du mauvais côté de la barrière parce que l'on porte le mal en soi? Il y a toujours une autre possibilité que de verser dans le crime et la violence. C'est toute l'histoire des personnages que l'on retrouve film après film, où sont présentes les amitiés masculines et une certaine fraternité, foi, humour et dérision. Dans cette dualité, j'ai compris une chose, on ne peut pas, le dimanche matin entre les 4 murs d'une église, réparer tout le mal que l'on a fait. C'est un travail quotidien, dans lequel la dimension tragicomique de l'existence m'a toujours frappé. Du rire, les pleurs ne sont pas totalement absents. L'humour et la dérision sont absolument déterminants de l'expérience de la vitesse. Dans Casino, dès le départ, il suffit de mettre le contact pour que la voiture explose. Une scène annonciatrice de quelque chose qui finalement raconte toujours la même histoire, l'exclusion du paradis, par orgueil. Cette vitesse imprègne le film. Comme une exploration des limites, j'avais été fasciné par l'ouverture de Jules Jimou. Dans un enchaînement très rapide de plans, sont déjà traités tant de sujets. Rodin et le sens du sacrifice. J'ai entendu sur Rodin une histoire extraordinaire à propos de son Balzac. Tout le monde s'extasiait devant les mains de sa statue, les trouvant magnifiques et ne voyant plus que cela. Rodin a pris une hache et a les coupé, voulant que l'on regarde son œuvre dans son ensemble. Je ne sais pas si, moi, je saurais prendre ce risque-là. C'est toute la difficulté lorsqu'il faut faire des sacrifices pour maintenir l'intensité du récit au détriment du style. Parfois, on se rend compte a posteriori que l'on n'a pas fait le meilleur choix. Mais je travaille depuis 30 ans avec une monteuse qui a la même vision que moi, Jerry Lewis, et le plaisir du cinéma. Je n'ai jamais considéré que La valse des pantins était une comédie. Ce film évoque pour moi un cauchemar que je fais souvent, celui où j'essaie à tout prix d'entrer dans un milieu qui me rejette. Il s'agit aussi ici de la difficulté de rencontrer quelqu'un, passé un certain âge. Ce qui suppose de faire le point sur soi-même, sur ce que l'on vaut. Robert De Niro m'a poussé à faire ce film, moi je n'en avais pas envie. Je me retrouvais trop dans le personnage joué par Jerry Lewis. Un jour où je rechignais, Jerry m'a parlé de sa conception du cinéma, en me disant que, si l'on n'arrive pas à se concentrer sur son travail, si l'on ne se sent pas à l'aise dans ce que l'on fait, c'est que l'on ne doit pas être là. Pendant le tournage, Jerry Lewis a été très patient, dans une ambiance malaisante et claustrophobe. Asthme, Ring, Taxi Driver. Quand on voit un film de Clint Eastwood ou de Buñuel, on a l'impression que la mise en scène se fait toute seule. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Cette simplicité apparente résulte d'énormes efforts de préparation. Je n'ai pas appris à faire comme cela. Si je dois expliquer ma façon de travailler, je ne peux pas faire l'économie de vous redire que je viens de la classe ouvrière et que j'étais un enfant asthmatique, enfermé dans une maison où il n'y avait pas de livres. Ma façon de m'ouvrir au monde, c'était d'aller au cinéma et d'écouter de la musique en permanence, en essayant de faire le lien entre ce qui me nourrissait et tous les drames que je percevais autour de moi. J'exprimais tout cela sous la forme de petits dessins qui, avec le temps, sont devenus des storyboards. Encore aujourd'hui, c'est ce que je fais. 2 semaines avant le film,
Je m'enferme pendant 2 semaines pour coucher sur le papier tous les plans, toutes les images que j'ai en tête. C'est ainsi que j'ai procédé. Pour Raging Bull, par exemple, le déplacement des acteurs dans l'espace était la priorité et c'est ce qui a conditionné toute l'organisation du plan de tournage. Nous avons d'abord réalisé tous les combats. Les scènes de boxe devaient nous prendre 3 semaines, il nous en a fallu 10. Pour Taxi Driver aussi, tout a été dessiné. Comme pour Les Affranchis ou Casino, le doute et le hasard, il y a toutefois des scènes qui vous tombent littéralement dessus. C'est justement cette adrénaline qui fait le cinéma, on est aussi là pour ça. Il faut mouiller sa chemise pour que quelque chose survienne. On espère, bien sûr, que le hasard surgisse. You're Talking to Me, ce n'était pas écrit, pas plus que You Think I'm Funny. C'est Robert De Niro qui en a eu l'idée. Cela fait partie des accidents heureux avec lesquels il faut compter. Pérennité et cinéma, tout est voué à s'éteindre. Nous disparaîtrons tous, et le cinéma avec nous. Mais pourquoi devrait-il disparaître maintenant? Nous n'en sommes pas là. Au-delà de la question de l'argent que le 7e art rapporte, on doit permettre aux films anciens de vivre encore. Moi, je ne suis jamais remis de tout ce que le cinéma avait pu m'apporter quand j'étais jeune. Les émotions et le choc que j'ai ressentis, je ne peux pas croire que d'autres n'y auront pas accès. Ma vie a repris quand j'ai rencontré mon épouse actuelle. Notre fille, qui a aujourd'hui 18 ans, a bénéficié de ce goût de la transmission. Dès l'âge de 2 ans, j'ai commencé à lui projeter des dessins animés, puis des Chaplin, puis des comédies musicales et enfin des fictions. Sans que nous nous en rendions compte, elle et ses copains avaient très rapidement vu 300 films. C'est une éducation, un bagage cinématographique que nous avons constitué. Ce sens du partage justifie que l'on soutienne le travail de restauration. Quand des jeunes gens viennent me dire leur plaisir après qu'ils ont vu La Nuit du Chasseur ou la Dolce Vita, je ne connais pas de plus grand bonheur.